Bonsoir à tous et bienvenue à votre rendez-vous de l'Agora des directeurs juridiques de la compliance, l'Agora des DSI et CIO et l'Agora des RSSI CISO, donc pour un grand événement cross-fonction. Myriam Kemener, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes magistrate, avocat général près de la Cour d'appel de Paris, spécialiste de la cybercriminalité. Vous dirigez la section cybercriminalité à l'École nationale de la magistrature et vous êtes l'auteur d'une dizaine d'ouvrages, dont Quel droit face aux innovations numériques, publié chez l'Extenso en 2020, et livre que nous aurons le plaisir de faire livrer aux participants qui le souhaiteront. D'abord, première question, quels sont les types de délinquance que l'on va trouver sur la cybercriminalité ? Vous citiez donc les raisons financières, l'immigration, le blanchiment d'argent. L'extorsion et par exemple les cyberattaques qui se font par le biais de rançongiciels avec demande de rançon, et ça vise aussi bien les entreprises, les mairies, les collectivités territoriales, et les hôpitaux sont aussi la cible. Donc on est véritablement face à un phénomène qui a explosé suite d'ailleurs à la pandémie. Moi je dis carrément que il y a non seulement une pandémie sanitaire mais une pandémie numérique. Alors, dans votre ouvrage, vous parlez non pas de révolution digitale, mais bien de disruption. Ça veut dire qu'il y a un point de rupture. Ouais. Est-ce que finalement, la justice est loin derrière ce point de rupture? Est-ce qu'elle ne court pas un petit peu derrière cette transformation? Alors, disons que la justice et les services de police, gendarmerie et douane se sont adaptés. On a un arsenal juridique assez complet. Après, évidemment, c'est les moyens. Il faut connaître les modes opératoires et souvent, il y a des investigations complexes à faire à l'étranger. Donc, il y a un manque de moyens. Il y a un manque de moyens. Dans ces paramètres qui font que la justice aujourd'hui parfois est trop impuissante, est-ce qu'il y a d'autres choses encore peut-être au niveau européen, sur le plan mondial, sur la coopération ? Alors, je pense pas que la justice soit complètement impuissante, puisqu'il y a quand même maintenant une juridiction, notamment à Paris, qui est chargée des affaires les plus importantes, avec la nécessité de faire des investigations à l'international. Et la plupart de nos textes, nous sommes dans une dynamique européenne et internationale. Actuellement, il y a des travaux en cours sur la preuve, sur le renforcement des obligations mises à la charge des plateformes. Et tous ces travaux se font au niveau européen, mais il faudrait accélérer ces rythmes. Certains, ouais, voilà. On va revenir sur ce temps long qui fait que parfois la justice est en retard par rapport à l'évolution technologique. Mais on a des grands managers d'entreprises qui nous écoutent ce soir. Quel est le dispositif aujourd'hui qui leur est proposé lorsque les entreprises subissent une cyberattaque? Alors, quand une entreprise, il y a un peu de méthodologie et des réponses à apporter rapidement, quand la cyberattaque se produit, il se pose la question d'un dépôt de plainte ou non, et en tout cas, il faut alerter l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui va dépêcher sur place, sur site, des experts pour remettre en marche le système d'information. Et après, se posera la question assez rapidement du dépôt de plainte, parce qu'il y a un risque de dépérissement des preuves. Donc, ce qu'on peut conseiller, effectivement, c'est d'avant qu'il y ait des problèmes, d'éventuelles cyberattaques, il faut que les entreprises aient des contacts avec aussi bien l'ANSSI, l'Office central, le CTIC, ou alors les services d'enquête, police, gendarmerie, qui sont à proximité. Et donc après, la justice va instruire. Alors après, évidemment, il y a ce dépôt de plainte qui peut être difficile pour une entreprise. Ça peut être perçu comme une atteinte à la réputation, avouer ses faiblesses en quelque sorte. Donc les choses ont évolué. Il y a de plus en plus de plaintes déposées et des recoupements d'affaires. Et ensuite, après, la procédure arrive au parquet, qui est le procureur de la République, pour faire simple, qui est un peu le chef d'orchestre qui va donner une orientation à la procédure. Voilà, donc après c'est du cas par cas, soit un juge d'instruction ou deux vont être saisis pour poursuivre les investigations, ou alors on a suffisamment d'éléments dans le cadre d'une enquête préliminaire pour pouvoir poursuivre, si on peut interpeller, si les auteurs ont été interpellés. Ouais. C'est la question souvent difficile. Bah oui, mais est-ce que ça sert de déposer plainte? C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. On a l'impression finalement, ça fait des années qu'il y a des attaques cyber, peut-être
peut-être que les entreprises ont mis un peu de temps, comme vous dites, à aller dénoncer une attaque. Mais on a l'impression finalement qu'il ne se passe rien. Est-ce qu'il se passe concrètement des choses? Est-ce qu'on trouve des coupables? Est-ce qu'on les juge? En France, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets? Alors, je vais prendre des exemples concrets parce que de plus en plus, justement, nous interpellons et nous jugeons des cybercriminels de grande envergure. Donc, en France, je vais prendre quelques exemples, notamment d'affaires qui ont été jugées, notamment un cybercriminel qui était administrateur d'une plateforme qui a été hacké. Et il a été d'ailleurs aussi soupçonné d'être à l'origine d'un logiciel espion, logiciel Loki. Cet individu, grâce à des outils procéduraux que nous avons, je pense au mandat d'arrêt européen, cette personne a été interpellée et a été jugée. Autre exemple, c'est la fameuse affaire Gilbert Chikli, cette personne qui s'est fait même passer pour un ministre, un ancien ministre, et qui a été interpellé aussi sur mandat d'arrêt européen et qui a été jugé en France, qui est actuellement incarcéré. On a d'autres affaires. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est une date un peu particulière, 17 mars, c'est la première vente aux enchères en France, à l'initiative de l'Agence de recouvrement des avoirs, une vente aux enchères de Bitcoin, avant justement jugement de cette affaire qui est en cours, qui concerne une cyberattaque de plateforme. Donc, il y a des investigations en cours, des auteurs qui ont été localisés et mis en examen. Et alors, quels sont les outils? Comment on peut développer la judiciarisation encore plus de la cyber? L'intelligence artificielle aussi peut jouer un rôle? Alors, pour les enquêtes, effectivement, d'ailleurs déjà, Bercy, en matière de fraude, a recours très régulièrement à de plus en plus au data mining pour cibler, faire des recoupements et quand il y a des soupçons, par exemple, de fraude. Donc, je pense que l'intelligence artificielle est un outil qui peut aider aussi bien les services d'enquête, de douane et la justice, bien évidemment, mais c'est aussi des moyens humains. Et puis aussi toute une question aussi de formation obligatoire pour les magistrats qui ont en charge ce contentieux. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au niveau de cette formation? Finalement, ça paraît assez, mais ça paraît assez dérisoire. C'est-à-dire qu'on dit toujours dans les nouvelles technologies qu'une personne ne peut être expert, puisque vous pouvez être expert à 9h du matin et à 16h, à midi même, vous ne l'êtes déjà plus, tellement ça a évolué. Comment une machine aussi importante que la justice peut être suffisamment à jour pour aller... Alors, il y a des formations continues. D'ailleurs, maintenant, tous les contentieux, il y a toujours un volet numérique, puisque c'est complètement transversal, du terrorisme jusqu'au trafic de stupéfiants. Donc, il y a ces formations continues. C'est vrai que moi-même, je le dis, je suis en formation continue. Ceci dit, il y a quand même une base. Il y a une législation, il y a des lois même anciennes de 88 qui permettent de réprimer toute forme de piratage, d'extraction de données, cyberattaque d'ailleurs. Donc il y a quand même une base ancienne qui ne change pas tous les jours. Et après, ce qui change et ce qui évolue, c'est les modes opératoires. C'est par exemple les cryptoactifs qui commencent à être réglementés. C'est des nouveaux usages du numérique justement. Mais je pense que de plus en plus, on développe des formations, y compris d'ailleurs avec les avocats, je tiens à le dire. Et en plus aussi, c'est une coopération publique-privée. Bien sûr. Nos échanges en sont véritablement aussi une illustration. Et alors, on s'adresse ce soir à des DSI, des RSSI, des directeurs juridiques de grandes entreprises. Comment ils peuvent collaborer ensemble pour protéger au mieux l'entreprise sur ce plan-là? De plus en plus, les entreprises s'organisent ou par l'intermédiaire de leurs avocats. Enfin, j'ai déjà participé à ce genre de réunion où une entreprise victime d'une cyberattaque va un peu expliquer le cas. On part d'un cas pratique, ce qui s'est passé, et après, justement, il y a des échanges et je pense que ça permet de dresser une méthodologie face à une cyberattaque, comment on réagit, quel service on va contacter. Donc, il y a aussi, on le voit bien, d'ailleurs moi j'en fais modestement partie, une communauté cyber qui s'est développée et qui n'est pas du tout limitée au secteur public. On a des contacts avec l'ensemble des acteurs, y compris, parce que la preuve, je pense qu'on va y venir, la preuve elle est dans le secteur privé.
Voilà. La place de la preuve numérique. Alors la preuve numérique, il y a deux sujets essentiels pour lutter contre la cybercriminalité. C'est l'identité numérique, de plus en plus créer une identité infalsifiable et justement recueillir des indices numériques qui vont constituer finalement la preuve et caractériser après des infractions. Donc elle est volatile, elle est facilement modifiable. Donc ce qu'on peut recommander aux entreprises, c'est justement de la préserver ou même en ayant recours à un huissier. Ce sera des éléments tout à fait pertinents pour la suite des investigations. Mais il faut agir vite, je pense qu'il faut être très réactif. Moi, je suis pour carrément, bon, ça existe en matière civile, mais un référé pénal. Ouais. Voilà, je pense qu'il faudrait une orientation procédurale aussi plus rapide pour ce genre d'affaires. Alors donc finalement, en réaction, le DSI, le RSSI et le directeur juridique peuvent être le meilleur duo, le meilleur trio pour réagir à ce type d'attaque. Donc ça, on appelle, et c'est toujours aussi la démarche du réseau Agora Manager, c'est parlez-vous entre managers, parce que c'est peut-être finalement la meilleure solution. Mais bon, on parle depuis tout à l'heure des réactions, mais finalement, en amont, quand on traite avec des fournisseurs, souvent le RSSI a une relation directe avec les fournisseurs, ou le DSI, s'il fait office également de RSSI. Est-ce que le directeur juridique doit finalement peut-être être dans la boucle des échanges dès le début, lorsqu'on entame une relation avec un fournisseur? Disons qu'il faut que l'information circule. D'ailleurs, par exemple, dans les grands groupes, maintenant, la cybersécurité est au niveau des COMEX, de plus en plus. Donc, effectivement, il faut décloisonner. Et c'est ça. Et c'est important aussi, parce que c'est pas le cas partout. Oui. Donc, ce que vous dites, c'est que c'est important aussi que la cyber monte au COMEX. Oui, de plus en plus, d'ailleurs, elle monte au COMEX. Et il faut véritablement décloisonner. Et c'est ça, le numérique bouleverse un peu nos organisations classiques, même au niveau, je veux dire, on parlait de la justice, on reste dans des contentieux plus ou moins nobles, très compartimentés. Or, le numérique, par essence, est complètement transverse. Donc, il y a une remise en cause des organisations qui s'imposent. Donc, on n'a plus le choix, il doit remonter au COMEX. Comment on gère la notification des failles et comment on communique entre les services? Alors, la notification des failles, déjà, c'est pour ça que je pense qu'en amont, c'est important de connaître, avoir un interlocuteur repéré, aussi bien au niveau de la CNIL que de l'ANSSI, parce que si on est dans le cas d'une faille qui touche aux données personnelles, ce sera une notification à la CNIL, et si ça vise les systèmes d'information, d'ailleurs ça peut être les deux, si ça touche les systèmes d'information, c'est l'ANSSI qui doit être avisé. Donc c'est assez lourd, c'est une procédure Est-ce que c'est le DSI, le directeur juridique, qui doit prévenir l'ANSSI? Souvent, c'est le DSI, mais il faut absolument, comme il y a des incidents juridiques qui vont se faire jour, il faut que, évidemment, le directeur juridique soit en complément et tout à fait au fait de ce qui s'est passé au sein de l'entreprise. Alors, justement, en amont et donc sur la contractualisation qu'on peut avoir avec les fournisseurs, est-ce que les éditeurs ne doivent pas avoir plus de responsabilités dans les failles qu'on peut avoir dans des cyberattaques? Alors c'est vrai que se protéger face aux cyberattaques, c'est un coût, c'est justement des achats, un budget assez important. Donc effectivement, d'ailleurs ce sera l'une des préconisations d'un groupe qui a été lancé au niveau du Club des juristes, qui est un think tank donc qui développe des réflexions sur le numérique. Je pense que on va dans une augmentation de la responsabilité de l'ensemble des acteurs. Donc les éditeurs aussi sont concernés. On va renforcer la responsabilité des plateformes. On en parlait depuis un moment. Là, on a le Digital Service Act et Digital Market Act. Donc les négociations sont en cours. Et c'est suffisant finalement pour amener les éditeurs à revoir leur copie sur ce sujet-là? Je pense que c'est l'intérêt de tout le monde. C'est vrai que si l'éditeur fournit des moyens de se protéger qui ne sont pas véritablement performants, l'entreprise va aller ailleurs. Donc c'est l'intérêt de tout le monde. Mais on est dans une responsabilité accrue de tous les acteurs, y compris d'ailleurs de l'internaute.
On pourra en dire un mot, parce que c'est vrai que pendant longtemps, l'internaute qui était victime d'un phishing, par exemple, on lui disait « Monsieur, c'est même pas la peine de déposer plainte, vous serez automatiquement indemnisé par la banque ». Ce n'est plus le cas. Maintenant, il y a une jurisprudence de la Chambre commerciale qui est établie maintenant, qui indique qu'il faut rechercher s'il n'y aurait pas une négligence justement de l'internaute, suffisamment avisé par la banque, qui passe son temps aussi à mettre des copies d'écran, expliquer qu'il y a des phishing de plus en plus sophistiqués, des spams, etc. Donc l'internaute aussi doit être vigilant. Et aujourd'hui, si on doit faire un constat, quelle est la responsabilité des éditeurs dans les cyberattaques ? Alors, la responsabilité des éditeurs, pour l'instant, elle est assez atténuée. Si on peut caractériser une faute pénale, un défaut de sécurité, mais je pense que cette responsabilité, elle est quand même assez faible. C'est très difficile de caractériser. Et elle doit être plus importante demain ? Je pense que c'est le mouvement actuel de tous les acteurs. Doivent prendre le sujet vraiment au sérieux. Alors, il y a un vrai sujet, et on a beaucoup de membres également qui sont issus du secteur public. Et si on parle de l'éducation dans le secteur public, en préparant cette intervention, Jackie Galichet, DSI de l'Académie Normandie, membre du comité de pilotage, qui représente la voix du secteur public, disait dans l'éducation, finalement, la cybersécurité, et Dieu sait s'il en prend en acte puisqu'il est également RSSI, est parfois vécue comme une contrainte quand l'éducation doit être une liberté. Et on voit qu'il y a des choses qui bloquent beaucoup dans l'éducation, qui prennent beaucoup de temps à cause de la cybersécurité. Est-ce que ça, finalement, c'est pas péjoratif pour mieux se protéger Je pense que c'est vrai qu'on parle de liberté. D'ailleurs, Internet, c'était la liberté. On a tellement dit ça que c'était une zone de non-droit. Je veux dire que si on ne pense pas à la prévention et à se protéger des cyberattaques, c'est là qu'on peut véritablement perdre sa liberté, à mon sens, en étant victime, en étant hacké, en ayant des préjudices. Non seulement, parce que là aussi, je pense que la justice doit évoluer sur ce point. On est toujours atteinte aux biens, atteinte aux personnes. Mais la plupart du temps, les atteintes aux biens ont des répercussions psychologiques très très importantes. Les phénomènes d'extorsion qui, d'ailleurs, souvent se terminent par un guet-apens, une rencontre physique. Donc il faut sortir de ce schéma, atteinte aux biens, atteinte aux personnes. Donc c'est peut-être aussi des contraintes au départ, mais je pense que c'est le prix à payer. C'est pour avoir finalement plus de liberté demain, peut-être. Tout à fait, tout à fait. Ça. Oui. Au niveau des actions, on le sait, les éditeurs sont pour beaucoup américains, les entreprises sont des multinationales. On a des cyberattaquants qui viennent du monde entier. Comment vous êtes vous-même actrice des travaux qui sont en cours au niveau européen? Est-ce que, premièrement, l'Europe peut avoir, déjà aujourd'hui une réponse suffisante? Est-ce que peut l'avoir demain? Et est-ce que finalement ça suffit face au reste du monde? Alors la question est vaste. C'est vrai qu'il y a une démarche véritablement européenne et même internationale. Enfin moi, il m'arrive de travailler aussi pour le Conseil de l'Europe, donc c'est beaucoup plus large et international. Moi, ma démarche, elle est très modeste. C'est vrai que j'ai pensé il y a bientôt 20 ans que le numérique c'était très bien, mais que ça allait intéresser vivement la délinquance. Il n'y a pas cette confrontation auteur-victime. On peut agir à l'autre bout du monde. Tant qu'on vous retrouve, il y a de la marge. C'est facile et ça a été encore plus facile. Il n'y a pas la confrontation auteur-victime, c'est très important. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, il y avait plein de braquages, il n'y en a quasiment plus. On est dans les braquages numériques. Donc, il y a des réflexions et des textes qui évoluent. Et puis aussi, il y a une coopération, il y a des évolutions très positives au niveau de la coopération bilatérale, internationale. Le problème, il y a aussi un réseau d'attachés de sécurité intérieure et de magistrats à l'international qui facilitent, par exemple, les équipes communes d'enquête, l'exécution de commissions rogatoires. Mais évidemment, on est dépendant aussi du bon vouloir de certains pays et de leur fragilité parfois politique. C'est vrai que il y a certains pays, ça a très bien fonctionné, et puis à un moment donné, il y a une crise politique, on n'a plus de nouvelles.
Voilà, donc c'est un travail de longue haleine et puis il faut quand même des moyens. Que peut-on faire de mieux au niveau européen, à part être tenace, justement? Au niveau européen, c'est plutôt les moyens, je pense. Et puis alors, vous me demandez, moi, j'apporte ma petite pierre à l'édifice. Par exemple, quand des parlementaires font des rapports, on peut dire un rapport, encore un de plus, qui va atterrir dans un placard. Il y a beaucoup, même la Cour des comptes, il y a beaucoup de parlementaires qui sont assez allants sur le sujet et on a des échanges maintenant. C'est une coopération aussi très constructive avec les parlementaires pour faire passer des messages et après essayer de choisir des vecteurs. Par exemple, actuellement, il y a des lois anciennement sur le séparatisme. On fait passer des dispositions sur le numérique. Hein. Donc, il faut être un peu à l'affût. Il faut être assez dynamique, je pense. Et finalement, peut-être ne pas, pour finir là-dessus, ne pas traiter que le numérique, mais inclure le numérique dans l'ensemble de ces démarches. Bien sûr, tout à fait. Le numérique, on le voit bien, c'est vraiment à double tranchant. Hein. Donc, je pense que, par contre, il faut un peu plus de moyens. C'est aussi une question culturelle aussi. C'est vrai qu'il y a certaines personnes sont un peu encore réticentes au recours aux plateformes, etc. Ça nous a quand même sauvés depuis un an. Merci, on va finir sur ces mots-là. Merci Myriam Quémener d'avoir intervenu sur ce thème, la cybersécurité des acteurs économiques, vue par un magistrat, puisque vous êtes magistrate, avocat général près de la Cour d'appel de Paris, spécialiste de la cybercriminalité. Avant de rejoindre les rooms virtuels, je vais donner la parole à François-Xavier Vincent, qui est le CISO et DPO de WhoDrive. Bonsoir François-Xavier. Bonsoir Julien. François-Xavier, comment on peut, par rapport à ce qu'a dit Madame Quémener, comment gérer finalement la souveraineté de la donnée et des systèmes, à la fois pour rejoindre ses propos sur le plan national, européen et international? Je crois que Myriam Quémener l'a très bien noté. L'échelon qui compte le plus souvent, quand même, c'est l'échelon européen quand on veut parler de souveraineté. Comme le disait, je crois, aux assises, quelqu'un de Microsoft, c'est bien joli de parler de souveraineté, mais il faut avoir les moyens de sa souveraineté. Et la France, par rapport aux États-Unis, n'a pas forcément les mêmes moyens que pourrait avoir le niveau européen. Donc voilà, déjà, je pense que le bon niveau, quand on veut parler de souveraineté numérique, ce serait le niveau européen. Et après, voilà, donc j'aimerais aussi qu'au-delà des fantasmes et des postures qu'on peut avoir parfois sur le sujet, je voudrais peut-être présenter quelques faits pour que l'idée, c'est que chacun, citoyens, entreprises, organisations, public ou pas, puissent faire ses choix de solutions, ce qui est important, en toute transparence, en toute conscience, et puis en toute connaissance de cause, et en fonction en fait, de son appétit au risque, de son propre contexte. Donc, j'aime bien prendre comme la définition que Guillaume Poupard avait donnée en ouverture des assises sur la souveraineté. Il avait dit, la souveraineté, c'est être maître de son destin. Et ça ne veut pas dire fermer aux partenaires non européens, ce n'est pas du protectionnisme qui fermerait les frontières, mais ça exige que la réglementation applicable elle soit essentiellement européenne en Europe, particulièrement pour ce qui touche, je dirais, aux données sensibles. On a une illustration, un cas très, très connu que je ne vais pas détailler, qui est la validation du Privacy Shield l'été dernier. On a eu un message fort de la Cour de justice européenne qui a jugé que les droits des citoyens européens ne sont pas protégés de manière adéquate aux États-Unis. Parce qu'il y a tous les outils de surveillance, le Patriot Act, le Cloud Act, etc., qu'on connaît bien. Bien sûr, théoriquement, il y a des recours, mais matériellement, en fait, un citoyen européen n'a pas moyen d'avoir un vrai recours pour ce qui concerne ses données personnelles. Donc, je pense que on voit avec l'exemple du Privacy Shield, il y a quand même une évolution politique de fond. On a vu que les commissaires Vestager et Breton appellent l'Europe et les membres de l'Europe à regarder avec lucidité la nature des relations internationales, les rapports de force. On a beau dire, il n'y a pas des gentils et des méchants, il y a des gens qui défendent leurs intérêts. Et donc, il faut savoir également défendre nos intérêts européens, protéger nos atouts européens en exigeant une vraie réciprocité, tout en protégeant nos joyaux de la couronne, c'est-à-dire nos entreprises stratégiques de tous les domaines, des savoir-faire, mais également, un de nos joyaux de la couronne en Europe, c'est aussi l'éthique européenne de la donnée personnelle. Voilà. Donc, on voit bien que dans le domaine des subventions étatiques aux concurrents des entreprises européennes, il y a ce sujet qui peut atteindre à la souveraineté. C'est vrai également protection des droits. Donc, on a dans plusieurs domaines, je dirais, une Europe qui veut faire respecter l'équité, les droits fondamentaux. On l'a vu avec le Brexit. Donc, pour revenir au cas de US Privacy Shield,
Ça, c'est un exemple qui montre qu'il faut être très lucide quand on fait appel à un prestataire ou à un fournisseur qui est soumis à une législation non européenne. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire appel à eux. Hein. De toute façon, on n'a pas toujours le choix. Il n'y a pas vraiment d'alternative européenne à Office, à part peut-être Google Doc. Mais bon, ça reste américain. Donc, je crois qu'il convient d'y aller, mais avec la conscience des risques associés et puis de leur acceptabilité dans son cas particulier, pour soi, pour ses clients, parce que les clients aussi peuvent être impactés. Donc, en gros, c'est ce que ça vient à dire. Est-ce que c'est acceptable si d'une manière ou d'une autre, les informations que je confie à un fournisseur, à un partenaire US, se retrouvent entre les mains de leurs services et donc potentiellement aux mains de mes concurrents, parce qu'on connaît la proximité quand même entre la justice américaine et leurs grandes entreprises. Voilà, donc on parle bien sûr d'engagements contractuels, et je pense que les engagements contractuels pris par des fournisseurs non européens sont sincères, mais vous avez l'engagement contractuel en face parfois d'une loi. Et donc il y a un conflit, bon, je ne suis pas juriste, entre le loi et l'engagement contractuel, je ne pense pas que le contrat, surtout si le conflit est jugé par un juge américain, il va pencher en faveur du contrat qui favorise les Européens. Donc il y a des limites, hein. On parle de localisation, ça rassure la localisation, ça rassure surtout les gens qui ne connaissent pas le sujet, mais en fait c'est assez illusoire. Parce que si mes données sont data center d'une société non européenne en Europe, enfin si c'est une société américaine, les données sont considérées comme étant sur le territoire américain par les Américains. Donc ça reste assez illusoire. Il y a le chiffrement. Bien sûr, on peut même, il y a plein de technologies où le fournisseur ou le client peut utiliser ses propres clés, mais à un moment quand même, le prestataire a besoin des clés pour fournir le service. Donc ce sera plus ou moins facile d'aller chercher les données, mais ça reste possible. Voilà, donc je veux juste dire que, et je vais conclure parce que je sais que j'arrive au bout des 5 minutes, je crois. Le pire des dangers, en fait, quand on veut adopter des solutions numériques, et particulièrement pour les données sensibles, c'est l'incertitude, c'est le doute. Ils sont antagonistes de la confiance. Le doute, c'est le poison de la confiance. Donc, on a besoin de cette confiance qui est indispensable au développement de solutions qui bénéficieront à tout le monde, avec des alternatives. L'idée, c'est pas de dire il y a les méchants Américains et les gentils Européens. L'important, c'est de dire il faut qu'il y ait des alternatives en fonction des besoins de chacun, et qu'il y ait une transparence sur quelle réglementation est applicable et les impacts potentiels de réglementation qui ne sont pas les nôtres. Alors, tout ça, c'est une volonté politique, etc. Donc voilà, juste pour conclure, je dirais, voilà, on peut avoir une souveraineté numérique française, européenne, c'est possible et c'est compatible avec l'accueil de fournisseurs externes, mais il faut qu'il y ait, comme on disait avec le Brexit, un level playing field, un terrain de jeu sincère et honnête. On peut avoir une saine concurrence et une diversité des offres. Ouais, j'ai parlé un peu vite pour retenir le temps. Cette conclusion positive. Merci François-Xavier Vincent. Je rappelle que vous êtes CISO et DPO de Woodrive.